C'est une recherche que j'ai commencée il y a 2 ans avec mon collègue Ian Gray à l'Université Cornell qui essayait de, en fait, faire le point sur qu'est-ce qui s'était passé depuis la crise de 2008 dans le secteur manufacturier, en particulier dans le secteur automobile. Quelles étaient les transformations s'il y en avait et quel était le rôle des acteurs sociaux, en particulier le rôle des syndicats dans ces transformations-là, soit pour réguler le travail ou finalement le déréguler dans l'optique de garder l'emploi, de préserver l'emploi. Euh, on s'est attardé plus particulièrement à la question du insourcing, la réintégration d'activités, mais ça s'est, disons, muté dans un projet beaucoup plus large qui essaie de comparer différents milieux de travail dans le secteur auto, dans les équipementiers, et un peu voir est-ce qu'il y a des divergences, soit dans l'organisation du travail, dans les conditions de travail, ou dans la démographie, disons, de ces usines-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que on parle souvent de l'employé Fordiste. Je veux dire, je pense pas qu'il existe depuis les années 80, mais qu'est-ce qui est arrivé à ces anciens Fordistes-là ou ces nouveaux Fordistes-là, disons? Qu'est-ce qu'on sait, disons? C'est quoi les thèmes de la littérature depuis les années 80? J'essaie d'y aller rapidement. C'est un papier, disons, un peu plus empirique, mais au moins un petit background théorique. On a parlé beaucoup de la décentralisation, de la négociation collective en Amérique du Nord comme une réponse stratégique des employeurs à la compétition mondiale. Il y a aussi eu, disons, comme corollaire assez fréquemment un développement du micro-corporatisme à l'intérieur de ces usines-là. C'est-à-dire bien que au Canada, par exemple, on gardait une stratégie très offensive au niveau national. Dans la réalité, dans les usines, on négociait en fait la flexibilité ou différentes, comme ils appellent dans le jargon, des side letter agreements qui faisaient, disons, qui flexibilisaient le lien d'emploi ou accordaient moins de privilèges à différentes catégories d'employés. Euh, c'est un article qui date un peu, mais je l'aime toujours. En fait, celui de Bélanger-Tudroz en 98 sur le changement dans le contrat social, dans la relation d'emploi. Euh, on négocie avant sur les salaires et la productivité. Là, on négocie sur l'emploi et sa préservation. Est-ce que c'est toujours le cas? C'était une question qu'on avait en filigrane dans notre recherche. Il y a aussi toute la question, en fait, de la changement dans l'architecture de l'industrie, qui était aussi un thème qu'on voulait explorer. Disons, en international business literature, on parle souvent de la domination des manufacturiers, en fait, pour la restructuration. Et surtout, depuis les années 90, il y avait un strong incentive, comme ils disent, disons, un fort pas de leitmotiv, mais un cas pour, en fait, sous-traiter une grande partie de ce qui était fait à l'interne de ces firmes-là. Donc, euh, rapidement, en explorant le secteur, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines usines qui avaient été réintégrées, ce qui était un cas un peu particulier parce que depuis les années 90, on parlait de sous-traitance, mais certaines usines, depuis 2008, parmi les trois grandes de l'automobile qui avaient été réintégrées en Amérique du Nord. Puis on s'est posé la question, pourquoi? Pourquoi ça arrive, premièrement? Je veux dire, on n'est pas posé de sous-traiter. La désintégration des firmes, il me semble que c'est un fait immuable. C'est quoi cet impact-là, c'est-à-dire de la réintégration d'activités, du insourcing? Est-ce que ça rend le travail meilleur? Si le travail qui est externalisé en général, on va dire, il est pire, est-ce que le fait d'être intégré dans une multinationale comme GM, Ford et Chrysler rend le travail meilleur? Est-ce qu'il y a des différences dans les différences, disons, des cas entre les usines qui sont restées stables, ceux qui ont été seulement sous-traités et celles qui ont été réintégrées? Est-ce qu'il y a des différences entre le Canada aussi et les États-Unis? Et une question fondamentale, qu'est-ce que ça veut dire pour la représentation des travailleurs puis les syndicats? Donc, rapidement, la méthodologie, on a fait, j'annonçais 12 cas, mais depuis la proposition, on a exploré trois nouveaux cas au Michigan. C'est quatre maintenant types d'usines, celles qui ont été réintégrées, celles qui ont été sous-traitées, celles qui sont restées à l'intérieur des frontières de la firme, et finalement un quatrième cas qui n'était pas très fréquent, mais de la sous-traitance in situ, c'est-à-dire un travail qui est fait à l'intérieur d'une usine, mais par un sous-traitant, ou c'était du travail qui était fait à l'intérieur, disons, par la multinationale, mais elle a sous-traité à l'intérieur ce travail-là, comme
par exemple le warehousing, le transport de marchandises ou ces trucs-là. On a fait à peu près 72 interviews avec des syndicalistes, des gestionnaires et aussi des retraités du secteur. Quand c'était disponible, parce que c'est toujours en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, une quête, trouver les conventions collectives. Au Québec, on a la chance d'avoir un bon portail, mais en Ontario et aux États-Unis, c'est pas. Donc, il y a du travail archivistique et je dirais peut-être même archéologique. Pourquoi ça arrive, l'insourcing? Pourquoi la réintégration d'activités? Disons, il y a trois grands thèmes. Il y a la classique question du contrôle. Hein, quand on parlait de Williamson et de Coase dans pourquoi est-ce que je vais sur le marché ou j'intègre. Il y a beaucoup de gestionnaires seniors qui nous ont dit il y avait eu des cas de sous-traitance dans le secteur qui avaient été des désastres. American Axle, c'est un exemple. Il y avait autour de Delphi aussi, ça avait coûté beaucoup d'argent aux multinationales. Donc, on réintègre durant la crise parce qu'on veut garder le contrôle de certaines usines qui sont stratégiquement positionnées et qu'on dit, celles-là, on va les garder. Deux cas, la production a une grande magnitude, un cas dans l'État de New York. Puis, il y a aussi le Just-in-Time Concern. On peut le traiter par un contrat, mais des fois, à cause de certaines contingences, on va le ramener à l'intérieur parce qu'on veut garder le contrôle. Le coût ici, les coûts du travail ont été abaissés dans la plupart de ces usines-là par des concessions. Il y a des concessions directement associées pour se faire réintégrer. Il y a la négociation de différents tiers, les nouveaux employés qui n'ont pas les mêmes avantages. On a les fonds VIBA aux États-Unis qui sont pour l'assurance santé, qui ont été sous-traités. Disons une décharge aussi de la retraite. Au Canada, on parle de pension à bénéfice déterminé. J'essaie de traduire en même temps, c'est un peu difficile des fois, à une contribution déterminée. Le passage de Pension Fund à 401K, qui est une forme de REER, qui dans l'industrie automobile actuellement, il n'y a plus de nouveaux employés qui ont des fonds de retraite. C'est juste des REER, des 401K. Il y a aussi une question de contingence historique, j'appelle, c'est-à-dire qu'il y a eu une crise. Le gouvernement américain et canadien s'est impliqué. Et alors qu'il y avait la crise, il y avait sur la table, on a dit cette usine-là, on les garde pour X, Y, Z. Et on a créé des nouvelles divisions. Est-ce que, parce que toute la littérature, disons, depuis les années 90, on parle beaucoup de la négociation locale pour préserver l'emploi. Est-ce que c'était vraiment important? Pas vraiment. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une recentralisation de la négociation collective durant la crise qui serait contre-intuitive, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été ramenées à Détroit. Il y a plusieurs des cas qu'on a étudiés qui sont vraiment significativement importants où les gens nous ont confirmé il y a un retour à Détroit. L'usine modèle de Saturn au Tennessee, toute l'expérimentation qui était autour de ça en termes de régulation du travail retournait à Détroit. Il y a aussi une certaine, disons, il n'y a pas une fin, mais il y avait plus de gras coupé dans la productivité à un certain moment. On a fait assez, disons, de concessions au plan local pour que ça ait vraiment un impact sur les décisions. Mais les syndicats locaux ne sont pas nécessairement inactifs. On a remarqué qu'il y avait l'émergence, disons, d'une forme de nouvelle stratégie qui est vraiment au-delà de la négociation collective classique, qui serait le lobbying. En fait, qui n'est pas de la négociation dans nos conventions collectives, mais qui nous permet certaines stratégies pour ramener du travail à l'intérieur de ces usines. Il y a dans les conventions collectives, qui n'est pas la négociation, mais il y a certaines dispositions, surtout pour les travailleurs de métier, où on peut bider, qu'on appelle, on va faire des bids sur du travail. Il y a aussi un lobbying pour l'investissement dans des programmes. Il y a des canaux informels où les syndicalistes vont être capables, par certains canaux, disons, d'attirer l'attention sur l'usine. Un cas très intéressant, il dit « We have to please management ». Il faut qu'on paraisse bien devant les gestionnaires, puis ils vont nous amener du travail. Il y a l'implantation directe par les syndicats de pratiques au plus juste de lean production. On est des usines qu'on a visitées en Ohio. Le syndicat a un lean department, en fait. Ils vont eux-mêmes dans les usines dire on va implanter ces pratiques-là. Fait qu'on coupe un peu la branche sur laquelle on est assis.
Building business cases, c'est le cas depuis longtemps, mais disons que ça a pris une envergure plus flagrante dans le secteur auto. On va dire, voici euh, une usine de pièces en Ontario où, regardez, avec la nouvelle échelle de salaire, puis j'ai 40% de mes travailleurs qui étaient legacy avant, qui vont prendre leur retraite, ben ça va coûter moins, fait que donnez-moi de l'investissement. Ça, c'est un président de syndicat qui dit ça, d'un syndicat supposément progressiste. Et il y a la négociation, disons, pour du in-situ outsourcing, c'est-à-dire l'employeur veut se défaire d'une certaine fonction, mais on va négocier soit un accord satellite ou dire vous sous-traitez une nouvelle compagnie, mais on va avoir la préférence syndicale, c'est-à-dire qu'on va syndiquer ces gens-là. Il y a certaines limites. Il y a une centralisation, comme on dit, comme j'ai dit, pardon. Il y a le fait, par exemple, les IOE dans la région de Dayton qui ne sont pas avec les UAW, qui ont, disons, une position de négociation plus risquée parce qu'ils ne font pas partie de la négociation coordonnée. Disons, les dirigeants nationaux, ils n'ont pas toutes les mêmes, disons, les capacités pour répondre à toutes les demandes des locaux. Il y en a certains qui sont plus réseautés, d'autres moins, donc il y a des divergences. Il y a aussi le fait de, disons, les independent part suppliers, il y a certaines limites à pouvoir se faire réintégrer que si on était sous GM, Ford ou Chrysler, on avait. Qu'est-ce qui est vraiment surprenant aussi, c'est qu'il y a une très grande similitude entre les stratégies employées au niveau syndical, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Qu'est-ce qui est très, très aussi surprenant, c'est que les UAW aux États-Unis, qui étaient, disons, l'archétype du partenariat, sont plus critiques du nouveau monde des bargaining. Ils ont été plus critiques de la mise en place de différentes échelles salariales. Puis une de nos explications, c'est que le two-tier est là depuis plus longtemps aux États-Unis, mais a aussi été plus, disons, ça crée vraiment une divergence entre deux catégories d'employés, tandis qu'au Canada, c'est une échelle où on peut rattraper, donc on justifie quand même la présence de ces échelles-là plus facilement. Deux exemples contrastants. Tonawanda, une usine de pièces, il y a 9 tiers d'employés. 9 tiers, c'est-à-dire 9 catégories. Du legacy, des gens qui sont faits réintégrer jusqu'au temporaire ou les sous-traitants. St. Catherine, comme je disais, on dit le in progression, la nouvelle échelle, c'est une raison pour amener du travail, parce que ça va coûter moins cher. En ce qui a trait à la régulation du travail, ce qu'on a vu, il y a quand même une similitude, c'est que la plupart des usines, disons, si on prend 2003 aujourd'hui, le contrôle du travail s'est effacé. On passait disons, autant pour les travailleurs de métier que les travailleurs de production, on passait de 30 catégories d'emploi, ce qui permettait disons, de contrôler le travail, à environ des fois moins de 10 ou 4. Donc, il y a une flexibilisation et les gestionnaires ont repris contrôle de l'organisation du travail. Même qu'ils disent, c'est assez surprenant, un gestionnaire nous disait un des problèmes qu'on a, c'est qu'il y a trop de rotation. En fait, à vrai dire, dans les années 90, dans le secteur auto, on voulait la flexibilité, puis là, on dit qu'il y a trop de flexibilité. Donc, il y a des choses un peu incohérentes des fois. Sur les salaires, surtout les indépendants sont passés de salaires de 20$ de l'heure à des fois 14, 15. Avec la nouvelle clause que Trump demande des pièces ou des véhicules faits à 16$ de l'heure, il va y avoir des problèmes parce qu'on a vu des échelles salariales aux États-Unis, au Michigan, qui commençaient à 9,50$ actuellement. Et les gestionnaires demandent des fois de rouvrir les conventions collectives pour augmenter parce qu'il y a trop de pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a des incohérences, il y a des contradictions, et je pense que c'est ça le capitalisme, sans vouloir faire un grand discours. Comme j'ai dit, multiple tier workforce aux États-Unis, tandis que au Canada, ça a été plus limité. Souvent, on a juste 3 catégories. Les employés, disons, traditionnels, ceux qui sont sur une échelle croissante, et les temporaires. Qu'est-ce qui nous reste à faire dans ce projet-là? Plus grand-chose, je dirais. C'est une bonne nouvelle dans un projet qui dure depuis 2 ans et demi. On n'a pas terminé les analyses de conventions collectives. On aimerait ça aussi calculer, et je pense s'il y a des gens dans la pièce qui sont économistes, c'est quoi l'évolution du total in-house value added pour les multinationales? Parce qu'on aimerait ça voir si cette réintégration, ce insourcing-là, est vraiment une tendance lourde ou c'est seulement des cas, disons, des cas uniques.
Capital versus labor share, est-ce que le capital gagne contre le travail? Je pense que oui. Mais il y a eu tellement de concessions, on aimerait ça. À une époque, on dit 7-8% du travail sur une. En fait, le coût d'une voiture, c'est 7-8%. Là, on aimerait ça aussi savoir, est-ce que ça a évolué vers le bas? Donc, les conclusions. Il y a du conflit à travers les multinationales, il y a différentes rationalités. La plupart de ces milieux de travail-là ont été restructurés. Aux États-Unis en particulier, toutes les catégories d'usines qu'on a visitées, des salaires plus bas, plus de flexibilité et des avantages sociaux réduits. Mais le problème qu'on a vu, c'est que peut-être qu'il y a une confusion aussi des rôles à vouloir trop jouer ce jeu de lobbying-là à l'intérieur des usines. Est-ce qu'il y a une confusion de rôles entre les gestionnaires et les syndicalistes? Et bien que ça puisse préserver l'emploi à court, moyen terme, il y a aussi un risque de confusion et l'avenir nous dira s'il y aura contestation sur ces nouveaux rôles-là. Merci.